C'est parti, concentration, elle joue gros. Émilie, c'est maintenant. Ça World champion representing France, Alors peut-être La Britannique est en train de craquer. C'est fini. C'est terminé, bravo Marie-Pierce, elle a gagné, elle l'a Il va falloir y aller. Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque le 23e but français. Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes sont destinées à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels. Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne saurions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur Femmes et Sport Podcast. Bonjour les filles. Salut! Hello. Aujourd'hui, on est très heureuse d'accueillir Emma Oudiou. Bonjour Emma. Bonjour, merci de cet accueil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on te connaît, c'est vrai, surtout pour ton parcours sportif. Tu es une spécialiste du 3000 mètres steeple avec plusieurs podiums à l'international et aussi en France. Mais est-ce que tu veux te présenter un peu plus, nous dire d'où tu viens, qui tu es ? Ouais, donc je m'appelle Emma Oudiou, j'ai fait de l'athlétisme de haut niveau pendant 10 ans et aujourd'hui je m'attelle à la large tâche de déconstruire le milieu du sport de haut niveau parce que malheureusement c'est un milieu qui est assez éloigné de ce qu'on peut voir dans les médias ou sur les réseaux sociaux, c'est un milieu qui peut vendre beaucoup de rêves. Et malheureusement, on se rend compte que quand on gratte un petit peu, c'est aussi un milieu où il y a pas mal de violences de tout type. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc c'est ce que je fais beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. J'ai aussi sorti un documentaire, on va fêter nos 1 an là dans quelques jours, qui s'appelle Suite, qui est un documentaire sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde de l'athlétisme. Et donc voilà, je travaille à tout ça. J'ai de plus en plus de demandes d'intervention, de conférences sur ces sujets à l'approche de Paris 2024. Et j'en suis très fière et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour continuer à déconstruire ce milieu. Merci beaucoup, merci de le faire. Et puis oui, on va largement, je pense, y revenir. Peut-être tu pourrais nous expliquer comment tu as commencé le sport ? Ouais, alors j'ai commencé le sport, j'avais 10-11 ans à peu près, donc j'ai fait tout de suite de l'athlé. Mes parents m'ont inscrit dans un club d'athlé à ce moment-là. Donc j'étais au club de Fontainebleau à l'époque. Et en fait, j'ai plutôt eu de la chance parce que ce club-là était réputé pour être un très bon club d'entraînement. Donc j'ai très vite intégré le sport-études à Fontainebleau, le pôle espoir à Fontainebleau. Et donc j'ai commencé le sport de haut niveau assez jeune, à 15 ans déjà. Non, à 15 ans, j'étais sur les listes de sportifs de haut niveau. J'ai commencé donc à faire plusieurs sélections en équipe de France en me spécialisant sur le 3000 mètres steeple. Et puis voilà, et après j'ai eu un parcours avec, comme tu l'as dit, plusieurs médailles internationales et nationales sur le 3000 mètres steeple. Je me suis entraînée dans des grands centres d'entraînement comme l'INSEP, qui est un centre dans le bois de Vincennes, qui est un des plus gros centres d'entraînement en France. Et j'ai eu un très beau parcours qui a été semé de beaucoup d'embûches, mais ça reste un très beau parcours dont je suis très fière. Merci beaucoup de nous partager tout ça. Alors une question peut-être un peu originale, mais sur Femmes et Sport, on a une question un peu phare, qui est la question des cycles menstruels. Est-ce que tu pourrais nous partager quand sont arrivées tes premières règles ? Est-ce que tu t'en rappelles ? Est-ce qu'on t'en avait parlé ?
Alors, je pense comme beaucoup de femmes, on se rappelle vraiment de ces premières règles parce que c'est quelque chose d'assez marquant. Donc moi, j'avais C'est le cas de 14 le ans. dire. Oui, c'est ça. J'avais 14 ans et j'étais en cours de PS en plus. Ah ouais. Voilà, j'étais en cours de PS, ça faisait plusieurs jours que je commençais à avoir mal au ventre. Donc j'en avais parlé avec ma maman. C'était un sujet qui était pas du tout tabou. On pouvait parler de toutes ces choses-là très librement. Donc ça, c'était quand même un gros point positif. Et cours de PS, je commençais à avoir mal au ventre. Je me dis, purée, mais qu'est-ce qui se passe? Je rentre chez moi et puis bah, j'ai mes premières règles, quoi. Et je me rappelle que j'ai appelé ma mère, j'ai pleuré, j'ai dit: «Ça y est, je suis une femme!» à 14 ans et ouais, c'était assez marquant et je me rappelle de toute la difficulté, en tout cas des questionnements que c'était par rapport aux protections hygiéniques. Qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que j'utilise pas? Parce que c'est quelque chose dont on parlait dans ma famille, mais je trouve qu'encore à l'école, il n'y avait pas les réseaux sociaux trop encore à ce moment-là, donc c'était pas encore très démocratisé. Et donc c'est comme ça que j'ai vécu mes premières règles. Et du coup, Et est-ce que... Oui, Manon, vas-y. j'allais demander du coup comment, si elle pouvait nous partager, si tu peux nous partager, Emma, bah, comment t'as dû faire face en fait, par exemple, à la gestion de tes menstruations bah, au quotidien, avec, j'imagine, du sport quasiment tous les jours. Est-ce que t'as adopté des protections plutôt qu'une autre? Est-ce que t'avais des filles plus âgées dans ton club, par exemple, avec qui t'as pu échanger sur les meilleures, on va dire, protections à utiliser, les moins gênantes? Alors en fait, c'est un sujet qui était quand même qu'on abordait très peu, que ce soit à partir de mes premières règles ou même jusqu'à la fin de ma carrière, donc à mes 25 ans. On parlait très peu de protection, machin. Le plus pratique, c'était, je rentre un peu dans les détails, mais le plus pratique, c'était tout ce qui était tampons et tout, parce qu'avec les serviettes, on avait trop peur que ça puisse couler un peu. Ouais, bah, Nous, à l'entraînement, on se demandait souvent, oui, est-ce que j'ai pas le fil de mon tampon qui dépasse? Est-ce que là, j'ai ouais. une tache? Est-ce que machin? Donc c'était plus comme ça qu'on essayait de s'entraider. On se disait entre nous qu'on avait nos règles, donc on était un peu plus fatigués. Et ce qui était hyper marrant, et peut-être que vous aurez un regard peut-être un peu plus scientifique par rapport à ça, c'est que dans mon groupe d'entraînement, on avait nos règles en même temps avec les filles. Enfin, beaucoup des filles du groupe, on avait nos règles en même temps. Alors, est-ce que c'était hormonal parce qu'on libère des phéromones entre nous? Est-ce que c'est parce que on avait un rythme de vie, un rythme d'entraînement qui était le même et donc bah, forcément nos corps réagissaient plutôt pareil, je sais pas. Mais en tout cas, à quelques jours près, on avait quasi toutes nos règles en même temps. Quand on avait nos règles, parce qu'il y avait des périodes, pareil, on pourra en reparler, il y avait des périodes où on n'était plus forcément réglé, malheureusement. Donc voilà un peu comment ça se passait au quotidien. Eh ben, écoute, je vais répondre peut-être éclairé. C'est un mythe qui s'appelle du coup l'effet de McClintock. J'ai fait des recherches parce que je pense ça fait au moins la 4e fois qu'on me pose cette question et j'avais pas pris le temps de me documenter. Donc en fait, effectivement, il y a un chercheur, il y a des années de ça, donc initialement, les premières études, je crois qu'on est sur 1900 et quelques, avait effectivement remarqué que dans une cohorte de sportives étudiantes, il y avait effectivement certaines femmes qui semblaient avoir leur menstruation en même temps. Et ça a été surutilisé et beaucoup, je sais pas, utilisé. C'est un mythe qui est devenu presque pratique courante. Mais à l'heure actuelle, ces études ont été refaites et du coup, on n'a pas vu de lien significatif. D'accord. Lui, il abordait ça d'une manière un peu psychologique en disant qu'il y avait peut-être des alphas au sens, tu sais, alpha d'une meute de loups, et que certaines femmes se synchronisaient sur l'alpha du groupe. Alors, je D'accord. t'avoue que vraiment, au niveau scientifique, on en est bien revenu. Ouais. C'est plus une théorie qui est validée par la science, mais effectivement, t'es pas la première à en parler. Moi, je l'ai déjà expérimenté en vacances aussi avec des copines. Je pense que l'explication du phénomène n'est pas encore bien comprise. Ouais. Mais pour le moment, la science n'arrive pas trop à dire oui, c'est un mythe qui existe avec certitude. Je sais pas si tu D'accord. veux compléter un peu, Barbara. Non, bah du coup, oui, t'as tout dit. Et puis, tu sais, il y a le mythe aussi, comme quoi les cycles peuvent se synchroniser avec la lune. Oui. Et ça, c'est pareil, ça a été
C'est pas prouvé On est revenu, scientifiquement. Voilà, il Mhm. n'y a pas de lien en fait entre les phases de la Lune et les phases du cycle. D'accord. Ok, très bien. Mais en tout cas, c'est tellement. En fait, on nous le rapporte tellement qu'on peut pas ignorer, si tu veux, c'est là toute la difficulté de la science. Et moi, je trouve ça génial qu'on fasse ces podcasts-là avec des sportives, parce que c'est des questions qu'on a, c'est des choses qui nous arrivent. Puis on se dit, mais si ça m'arrive, pourquoi il y a un papier qui dit que ça n'existe pas? Oui, Alors, ça peut être le fruit du hasard. Et du coup, le grand but de la science, c'est essayer de voir si ce qui arrive est dû à la Lune ou au hasard. Et parfois, les deux sont. Ça peut tomber en même temps. Mais c'est plutôt le fruit du hasard, que ce soit la synchronisation entre les femmes ou avec la Lune. Ça a plus trait au hasard. Et je pense qu'on n'a pas encore très très bien compris, je pense, le milieu hormonal en général. Mhm. Et une des réponses, enfin une des questions, je pense, à laquelle il faudra répondre ces prochaines années, c'est qui est hormonorépondant ou pas. Il y a des profils qui sont très sensibles hormonalement parlant et d'autres qui le sont moins. Et c'est encore beaucoup de recherches. Donc voilà un petit peu pour satisfaire les questionnements à ce sujet. Ok. Mais tu sais, je pensais aussi par rapport à l'athlétisme, tu parlais au fil du tampon. Il y a une difficulté quand même dans votre discipline, c'est que les maillots, enfin les shorts, je sais même pas trop comment faudrait appeler ça, c'est hyper échancré. Enfin, ça doit être un vrai challenge. Déjà, ça doit cisailler aussi. Ouais. Enfin, je sais pas trop comment c'est coupé. Est-ce qu'on peut avoir ton point de vue à ce niveau-là? Ouais, c'est vrai que tu as totalement raison. Il y a peu de prise en considération des problématiques des règles dans la manière qu'on a de s'habiller et dans les modes aussi. Il y a pas de, contrairement à, je pense à des sports comme le volley où il y a une réelle réglementation par rapport à comment il faut s'habiller, quelle doit être la taille de la culotte, etc. Nous, on n'en est pas là, mais forcément, il y a des pratiques sociales et les pratiques sociales font que on a tendance à s'habiller très court, donc soit des shorts très courts qui sont très près du corps, soit on appelle ça des boomers, donc en gros des boomers c'est des culottes là qu'on va porter davantage en compétition et c'est vrai que quand on a ces règles c'est pas évident. Ça me fait forcément penser, je pense que vous avez dû voir passer la photo de cette triathlète qui s'appelle Emma Pallant, je crois Oui, c'est ça. qu'elle est triathlète britannique. On voit donc elle a sa combinaison de triathlète et puis elle a une tache de sang qui forcément laisse paraître le fait qu'elle a ses règles. Je trouve qu'elle a eu une très bonne réaction en disant oh, bah oui, on voit que j'ai mes règles et alors, oui, je suis une femme, oui, j'ai mes règles, parce qu'il y avait des commentaires d'hommes, bien évidemment, qui disaient oui, vous auriez pu quand même couper la photo parce que cachez-moi ce sang que je ne saurais voir. Et je trouve ça génial, et je trouve ça aussi intéressant de voir que en tant que sportive, on doit composer avec ça, rien que d'un point de vue vestimentaire. Je crois qu'il y a une équipe de foot aussi qui a réussi à obtenir le fait de ne pas porter de short blanc. Ouais. Parce que oui, forcément, quand on a ces règles, on peut perdre de l'énergie et de la concentration à se demander si on n'a pas une tâche au niveau du short plutôt que d'être focus sur son match. Et donc c'est des questionnements qui peuvent paraître très superficiels, la question des vêtements, mais qui sont tout à fait au centre de notre pratique sportive en tant que femme. Et je pense même on peut parler de performance, parce que comme tu l'as dit, si ton esprit il est quand même accaparé à ce niveau-là, de savoir comment ça se passe là-dedans, t'es pas à 100% dans ta compétition. Ouais. Et du coup, effectivement, c'est l'équipementier de l'équipe de France de foot qui a statué sur le fait qu'effectivement les filles ne joueraient plus en short blanc. Je crois qu'il y a le débat aussi à Manchester ou Chelsea chez les filles, et à Wimbledon, c'est une vraie question sur va-t-on enfin arrêter la jupette blanche chez les tennis women. Et je sais pas si tu sais, mais Wilma, donc c'est une marque de cyclisme, ils ont des bas menstruels, en fait, des cyclistes menstruels. Est-ce que du coup, potentiellement, toi, tu te verrais... Est-ce que si un équipementier proposerait ce genre de choses, parce que du coup, c'est aussi, je pense, l'ouverture qu'on aimerait apporter avec ce podcast, est-ce qu'un équipementier qui se lancerait sur des boomers menstruels, est-ce que ça répondrait à un besoin des athlètes, par exemple ? Bien sûr. J'ai été contactée par une marque de culottes menstruelles qui m'avait envoyé un short
OK. short avec une culotte intégrée menstruelle et je trouve que c'est génial et je trouve que ça fait partie de l'avenir de ces marques-là, de développer des produits qui répondent, bien sûr, qui répondent à ces attentes et je pense que ça va arriver de plus en plus et heureusement. Ouais. OK. Bah, merci, pour ce tour d'horizon, menstruel. Non, mais en même temps, c'est hyper important. Enfin, les aspects techniques, ça peut paraître, comme tu disais, superficiel, mais en fait, le superficiel, du coup, c'est l'essentiel finalement quand tu es bien justement avec ta protection et que ben, tu te sens à l'aise pour pratiquer ton sport, quoi. Bien Mmh. sûr, bien sûr. Et puis je pense même à des fois où, par exemple, je pouvais mettre des tampons. Je pense c'était une finale à des championnats d'Europe sur 3000 mètres steeple. Et en fait, la veille de ma finale, j'ai mes règles. Mmh. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que je me suis retrouvée très seule par rapport à ça, parce que j'ai été voir le médecin de l'équipe de France pour dire, bah voilà, j'ai mes règles, comment je gère, mais personne m'a appris vraiment Mmh. à gérer, OK, est-ce que ça va avoir une incidence sur ma performance le lendemain? C'est ma finale européenne, ça fait, des mois, des années que je prépare ça, comment je vais faire? Et l'une des problématiques, c'était, bah, je vais mettre un tampon, je vais être en culotte, donc j'ai fait hyper gaffe à ce que ce fil ne dépasse pas. Et il y a aussi ce truc j'ai déjà couru avec un tampon et c'était Mmh. hyper inconfortable, en fait Mmh. d'avoir ce tampon et d'avoir des mouvements, d'être dans un effort physique extrême et en plus de ça, de devoir composer avec le potentiel Ouais. inconfort, voire la douleur que peut procurer Mmh. le tampon, quoi. Ouais. Ouais. Ah, tu vois, par exemple, au niveau du plancher pelvien, les femmes qui pourraient avoir, donc c'est je ne pense, pas forcément ton cas, une faiblesse des muscles du plancher pelvien ne peuvent pas tenir, par exemple, n'ont pas la capacité musculaire de tenir un tampon et il peut peser un peu sur le petit bassin Mmh. et donc en fait, tes muscles du plancher pelvien, ils vont travailler en synergie avec, tes muscles abdominaux, donc ton transverse, ton grand droit, tes obliques, tes adducteurs qui ont un lien, mais alors, préférentiel, dans la course et dans ton plancher pelvien. Et en fait, effectivement, je peux qu'imaginer un sprint à très haute vitesse, enfin, en tout cas, une course à haute vitesse comme tu as pu la mener, ça peut ne vraiment pas être très agréable et du coup, est-ce que tu t'es sentie démunie sur les réponses qu'on t'a apportées ou plus par rapport au fait, au manque de possibilités qu'on t'a présentées ce jour-là, pour essayer de gérer ton flux? C'était quoi ta demande principale? Et si, to enfin, ouais, si jamais on peut t'aider, par exemple, ou proposer à d'autres personnes des perspectives sur ce qu'aurait pu se passer pour toi ce jour-là. Est-ce que tu as gagné d'ailleurs? Enfin, ça donnait quoi ta course? J'ai fait une très bonne course. J'ai fait 3e. Donc Waouh! j'ai Bravo. réussi à faire mon podium et c'était vraiment pas gagné. Donc non, non, j'étais très contente, heureusement. Et en fait, la réponse qu'on m'a apportée, c'était une réponse de la part d'un médecin homme qui m'a apporté une réponse par rapport à la douleur. Donc c'était déjà D'accord. très bien parce que j'allais le voir pour ça. Par contre, j'ai pas osé lui parler de oui, mais mon flux, oui, mais est-ce que ça va avoir une conséquence par rapport à ma performance. Ça, c'est des problématiques que j'ai pas osé aborder avec lui. C'est des choses que la fédération d'athlétisme a petit à petit abordé via des colloques, des choses comme ça, plus sur la fin de ma carrière. Parce que bah voilà, c'est des sujets dont on entend de plus en plus parler, même dans le milieu du sport et heureusement. Mais ça restait quand même assez flou. Je me rappelle d'un colloque auquel on avait participé qui était focus sur le sport féminin et sur est-ce que les règles peuvent avoir une influence sur les anémies, le fait de perdre du fer, quoi. Mmh. Et donc, on avait une nutritionniste qui était venue intervenir pour essayer de répondre un peu à nos questions, mais ça se faisait de manière très sporadique comme ça, c'est-à-dire on arrivait à capter une réponse un peu de ci, de là, mais il y a pas un protocole, où Mmh. il y a pas quelqu'un, une référente. Il y a des médecins qui sont super, mais il y a pas encore comment dire? De procédé qui est connu de tous et on n'est pas encore, je trouve, extrêmement bien éduqué sur la question et on se sent pas forcément tout le temps libre de poser des questions par rapport à ces sujets qu'on trouve encore un peu intimes et tabous. Mmh. Ok. Et du coup, finalement, dans tes entraînements, dans tes cycles d'entraînement,
Est-ce que c'était quelque chose que vous abordiez avec votre coach? Le fait d'avoir, tu disais tout à l'heure, quand on avait nos règles et qu'on était fatigué, par exemple, est-ce que la douleur, est-ce que l'état de fatigue, etc., c'était quelque chose qui était abordé ensemble, soit avec quand tu courais en équipe ou toi avec ton coach qui te coachait individuellement, quoi. Alors j'ai eu plutôt de la chance de ce côté-là parce que j'avais des coachs avec qui je me suis toujours sentie libre de dire aujourd'hui j'ai mes règles, je me sens pas bien, est-ce qu'on peut diminuer un petit peu? Et en général ils étaient plutôt compréhensifs de ce côté-là, donc ça c'était bien. Par contre c'est en fait je trouve que c'est un peu ça se fait un peu à l'arrache quoi. C'est-à-dire que je lui dis le jour même, oui, bah voilà, aujourd'hui j'ai mes règles, donc est-ce qu'on peut alléger un peu? Mais il n'y a pas de prise en considération plus globale du cycle menstruel avec les différentes phases qui existent. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Et sur la fin de ma carrière, j'avais en gros une application sur laquelle toutes mes données d'entraînement étaient enregistrées et je mettais sur l'application quand est-ce que j'avais mes règles. Donc mon entraîneur savait en temps réel quand est-ce que j'avais mes règles et il y avait plus ou moins d'adaptation par rapport à ça. Donc il n'y a jamais eu de tabou par rapport au coach et ça je trouve que c'est hyper important parce que je sais qu'il y a encore des femmes aujourd'hui qui hésitent à dire au coach quand elles ont leurs règles et je peux comprendre, il y en a qui sont plus ou moins ouverts à la discussion par rapport à ça. Donc, je trouve ça bien, mais je trouve que ce qui manque, c'est, je pense je crois que c'est les américaines, les footballeuses américaines, où vraiment dans la programmation de l'entraînement, il y a la prise en considération du cycle menstruel de chaque joueuse. Et je trouve que c'est génial. Et en France, d'après ce que je sais, c'est encore très peu développé. Et je trouve que c'est dommage. Je pense que si les hommes avaient leurs règles, la considération du cycle menstruel, elle ferait déjà partie prégnante de la programmation des entraînements, des compétitions. Vu que ça concerne les femmes, je pense que ça va encore prendre plusieurs années avant que ce soit normalisé, quoi. Oui, parce que c'est vraiment une composante de la santé qu'on ne peut pas ignorer, en fait. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses quand même à ce niveau-là. Alors, on invite du coup les auditeurs à écouter notre podcast sur la performance qui dure 2 heures Oui, et le c'est vrai. cycle menstruel. Si jamais vous voulez en savoir plus, on a fait un bon état des lieux scientifique et du coup c'est comme tu disais, c'est hyper important que chacune puisse se sentir libre d'exprimer à quel moment du cycle elle se sent plus ou moins bien, sachant que on n'est pas des robots à hormones non plus, donc il n'y a pas que les hormones qui influencent, mais voilà, c'est vrai que généralement autour de la période, que ce soit prémenstruelle ou pendant les règles, c'est pas toujours, comme tu disais Manon, je pense qu'il y a certaines femmes qui sont plus ou moins répondantes, et puis après on a tout ce qui est troubles dysphoriques prémenstruels aussi. C'est ça. Donc chacune est différente et je pense que ça devrait être naturel de discuter avec son entraîneur de voilà comment je me sens généralement à cette phase du cycle menstruel et voilà pour que la relation de confiance puisse aussi être un peu plus établie peut-être par rapport à la santé. Mais Après, oui. je pense que t'allais rebondir là-dessus, mais moi j'essaie de pas leur jeter la pierre parce que du coup, on en a plein notre boîte mail avec Barbara, c'est que pour le moment, on n'a pas des données robustes scientifiquement parlant pour leur dire oui, effectivement, tu devrais décharger ton athlète à cette période-là. Donc, ce qui a été vu, c'est que le RPE, donc je pense que tu connais probablement, tu as dû le remplir quand tu fais tes scores, donc tu sais, c'est le ressenti vis-à-vis de ta séance. Il semble être plus important pendant ces périodes, mais tu sembles être capable de performer dans la même mesure. On ne sait pas trop à quel point, en fait, l'organisme est impacté par les différentes phases. Moi, ça va être tout l'objet de ma thèse. Ça va être vraiment de déterminer si le muscle il est vraiment capable de restituer la même force, la même vitesse, la même chose. Parce que de toute façon, tu ne seras jamais capable de faire la même course, tellement c'est des indicateurs de vent, de conditions de sommeil, de nourriture, de plein de choses. Parce qu'on va essayer de déterminer, dans cette équation, c'est à quel point le cycle menstruel vient influencer. Moi, je pense quand même on doit le considérer. Ouais. Après, est-ce que tout l'entraînement doit être basé dessus? C'est vraiment la question qu'on va essayer
c'est des réponses qu'on va essayer d'apporter aux entraîneurs qui sont en forte demande. Je pense qu'à un certain niveau d'expertise, comme le très haut niveau que tu as pu côtoyer, je pense que c'est une nécessité Complètement. d'en parler, de le considérer, que les femmes se traquent et savent, effectivement, comme disait Barbara, oui, pendant cette période, j'ai tendance à me sentir comme ça. Donc, effectivement, si mon RPE est à 10 sur 10, alors qu'il voulait que, d'habitude, c'est des séances que je reçois à 6 sur 10, en fait, il y a un ajustement à faire et ça passe par le dialogue. Donc, pour moi, avant qu'on puisse donner des données, des recettes presque plus générales, toute sportive, je pense, à un certain niveau d'expertise, un certain niveau sportif, devrait connaître les différentes phases de son cycle, essayer de comprendre comment ça influe en général quand tout va bien, entre guillemets, pour pouvoir adopter des stratégies pendant la compétition. Bien sûr, et ça, c'est important. Tout à fait. Et puis on en parlait, pardon. On en parlait tout à l'heure sur le fait de pouvoir se sentir libéré pour être pleinement dans la performance. Savoir où est-ce qu'on en est, savoir comment ça nous influence, je pense que c'est quelque chose de très important. Et je pense, par exemple, on avait entendu dire, alors pareil, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on avait entendu dire que les règles pouvaient favoriser alors j'ai peut-être pas les bons mots, mais le fait que tes ligaments soient plus souples. Et donc, que tu pouvais faire une rupture des ligaments croisés plus facilement. Et donc, nous, sur des disciplines comme du 3000 mètres steeple, forcément, on se disait, purée, mais si je fais du 3000 mètres steeple pendant que j'ai mes règles, j'ai 10 fois plus de chances de me faire les ligaments croisés. Et en fait, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, c'est quand même révélateur du fait qu'on est encore trop peu éduqué sur la question. On sait trop peu quelles sont réellement les conséquences des règles. Et donc, pour pouvoir être performante comme on le voudrait, c'est hyper compliqué. Ouais, tu veux répondre, Barbara? J'en ai fait un post il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'on a la même vision avec Barbara. Je pense que Manon rigolait parce qu'on lui a posé la question récemment et puis on a fait un podcast donc avec Kobe Starship. Avec Kobe. Okay. Avec Kobe, qui est chercheuse sur la blessure ligamentaire, effectivement. Et en fait, on voit qu'il y a une association, mais il y a tellement de facteurs qui interviennent aussi là-dedans, tels que l'équipement sportif, le type de terrain sur lequel la femme va performer, donc que ce soit un terrain de foot ou pour le coup une piste d'athlée. Les chaussures aussi, qui sont pas forcément adaptées à la biomécanique féminine. Et du coup, tout ça, ça fait que pour l'instant, on n'a pas d'études. En tout cas, on n'a pas de données robustes qui disent que le cycle menstruel en lui-même, si tu veux, est responsable de plus de risques de blessures ligamentaires à certaines phases du cycle. Et du coup, je me permets de compléter, Barbara, c'est du coup pendant la phase ovulatoire. Donc, tu sais, dans ton cycle, tu as les menstruations. Ensuite, tu vas avoir une phase avec une montée d'œstrogène qui va provoquer ton ovulation. Et en fait, c'est l'hormone qu'on appelle les œstrogènes, enfin le groupe d'hormones, qui semble avoir un impact effectivement sur la laxité ligamentaire. Donc oui, ce n'est pas des bêtises, c'est un fait. En laboratoire, sur des rats, ça a été montré. Les œstrogènes tendent à augmenter la laxité ligamentaire. Et en fait, après, on a tiré des conclusions de ces choses-là. Et c'est ce qu'on reproche un petit peu, en fait. Alors, je vais être un peu vulgaire, c'est de l'enculage intellectuel. Enfin, c'est vraiment... c'est pas de l'enculage... C'est pas la terme, mais bref, c'est vraiment de la masturbation intellectuelle. C'est plus adapté. Parce que, effectivement, les femmes sont plus à risque de lésion du ligament croisé antérieur. C'est une question qui nous obsède en tant que kiné depuis 20 ans. Et pour lequel on a différentes pistes. Et l'une d'entre elles est effectivement le cycle menstruel, avec cette fameuse phase ovulatoire qui semble augmenter la laxité ligamentaire. Mais là, c'est la kiné qui va parler. C'est que sur les études qui ont regardé, je sais pas moi, des groupes de 3000 personnes, ils leur ont demandé quand est-ce que c'était que tu t'es fait ton croisé. Alors là, je sais pas si, par exemple, tu as une blessure il y a 5 ans. Est-ce que tu sais dans quelle phase t'étais? Non, personne le savent, j'imagine.
Eh bien, ils pensent que si, voilà. D'accord. Donc si tu veux, les études sont basées sur ce genre d'approximation et en fait, ça donne un discours très nocebo avec des athlètes comme toi qui reviennent nous voir en disant: «Oh, je suis en ovulation, je veux pas faire mon match». Mmh. Non, c'est pas la question en fait. Mmh. Et en fait, il y a plein d'autres choses qu'il faut regarder, notamment est-ce que tu as une bonne coordination musculaire? Est-ce que tu as une force suffisante de tes muscles stabilisateurs de hanche qui vont être vraiment, un des plus grands garants, de la stabilité de ton genou? Donc tout ça, en fait, c'est pas étudié dans ces grosses cohortes. Alors certes, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes dedans, mais alors ça a été un shaker de plein de données qu'ils ont pas bien regardées et très clairement, on essaye vraiment de changer le récit autour de ça. Mmh. Peut-être effectivement qu'il se passe quelque chose, on n'exclut pas ça, mais est-ce que c'est aidant de dire aux femmes: «Pendant cette période, tu vas te blesser»? Ouais, Tu vois? Je bien je sûr, pense que ça ferait stresser n'importe quel athlète bien et sûr. c'est pas du tout ce qu'on veut dire. Mmh. Par contre, effectivement, il est nécessaire d'avoir un bon échauffement, pendant ces périodes du cycle, effectivement, parce que, ben, tu as besoin, d'une meilleure coordination musculaire. Je pense que c'est un discours qui est beaucoup plus aidant Bien sûr. et qui est moins stressant, qui est moins nocebo pour la performance qu'un discours comme ça. Bien sûr. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais Ouais, 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 c'est totalement, totalement. c'est hyper important, en fait, vraiment nos échanges avec, les sportifs de terrain. Enfin, ce qui nous motive, je pense, Barbara et moi, de faire des recherches, des choses comme ça, c'est je sais pas si tu as déjà lu un article scientifique, c'est vraiment pas de la littérature qui est agréable à lire, hein. Non. C'est pas un bouquin, c'est pas un roman, enfin, Ouais. c'est quand même un délire et nous, ce qui nous motive, c'est vraiment d'essayer de vous apporter des réponses concrètes, en fait, des choses qui peuvent aider sur le terrain et tu vois, d'avoir ces échanges-là avec toi, nous, ça oriente vraiment notre discours, comment on dit les choses, comment est-ce qu'on peut aider, quels sont vraiment les besoins que vous avez sur le terrain et ça nous tient vraiment à cœur. Et bah, tu vois, Merci de nous faire ce nous, retour. l'une des merci à vous. L'une des l'une des réponses qu'on avait, c'était de se dire: «Bon, bah, peut-être que la solution, du coup, c'est qu'on n'ait plus nos règles». Et donc il y avait ce truc de se dire: «Bah, on va prendre une pilule en continu pour plus avoir ces règles». Ou alors quand on n'avait plus nos règles de manière, naturelle parce que, bah, on était extrêmement fine parce qu'on avait peu de masse grasse, etc. Et bah, c'était limite un bienfait, quoi. C'était ah bah cool, on va plus être embêté par nos règles. C'est vraiment les règles, le cycle menstruel qui est vu comme quelque chose de plombant, une charge mentale en plus à gérer parce que personne ne nous apprend comment faire. Et je me rappelle très bien d'une sportive de haut niveau que je ne citerai pas, mais voilà, qui est d'ailleurs, je crois, toujours sur le circuit depuis des années et des années, qui est l'une des références dans le demi-fond français. Et quand j'arrive en équipe de France, elle me dit, l'une des premières choses qu'elle me dit, c'est ah bah tu vois Emma, j'ai plus mes règles depuis 10 ans, mais je le vis très bien, mais c'est super pratique, c'est comme ça, bah je suis tranquille quoi, ça vient pas m'embêter. Et donc heureusement à l'époque j'avais suffisamment de recul pour me dire mais c'est pour moi ce n'est absolument pas normal de plus avoir ces règles et c'est quand même symptomatique de quelque chose qui ne va pas. Et donc j'étais pas du tout d'accord avec ça, mais c'est quand même c'est un discours qui est hyper présent dans le sport et encore plus dans le haut niveau et encore plus dans des sports où on a tendance à être extrêmement fine comme l'athlétisme et comme le demi-fond. Ouais, j'allais venir sur ce sujet, du coup, pour savoir si justement les périodes où tu n'avais pas tes règles et où tes camarades n'avaient pas leurs règles non plus, c'était quelque chose que vos entraîneurs et le staff médical, est-ce qu'ils étaient au courant? Et du coup, j'allais te demander effectivement si tu avais été confronté à la croyance que ne plus avoir ses règles, ce n'est pas grave et c'est normal quand on est dans le sport de haut niveau, parce que c'est vraiment Voire quelque même chose, c'est bien. voire même c'est bien, c'est encouragé, C'est tu ça le vois. problème, c'est valorisé, c'est ça le problème. C'est ça, et Ouais. c'est un discours qui est ultra dangereux. Et tu vois, toi, t'avais la réflexion de te dire non, c'est symptomatique de quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce discours et ça me questionne. Mais le problème, c'est que il y a énormément de femmes et de jeunes femmes qui sont entraînées dans ce discours-là, qui malheureusement n'est pas du tout repris par, excusez-moi, hein, mais par l'environnement médical correctement. Bien Ben, sûr. on a fait un podcast donc avec Nikki Kay, là, une chercheuse, enfin une médecin, qui est également chercheuse dans la clinique sur le REDS, donc on va en reparler. Et c'est vraiment super grave de dire que c'est normal.
et que c'est pas grave de ne pas avoir ses règles. On sait que ça a des conséquences. On a des recherches qui sont là depuis plus de 40 ans maintenant, donc il faut arrêter Il de faut dire... arrêter de dire ça. C'est Voilà, plus faut possible. arrêter de dire ça. Et puis surtout, la pilule, tu vois. Et cette fille-là, bah écoute, je sais pas où elle en est, mais si elle n'a plus ses règles depuis plus de 10 ans, c'est certain que sa santé va en souffrir. Bien sûr. Parce qu'on sait que les conséquences, les dommages au niveau du tissu osseux sont graves. Et puis même, tu vois, on a des données aussi maintenant sur l'impact sur le système cardiovasculaire. Mm. Et puis certainement aussi au niveau cérébral. Parce que nos hormones, tu vois, elles agissent aussi, elles produisent des petites molécules qu'on appelle des neurostéroïdes dans notre cerveau. Et ça a une influence, donc, probablement sur la régulation de l'humeur, mais aussi probablement sur d'autres choses. Par exemple, la progestérone, c'est plus une hormone qui est considérée comme protectrice du système nerveux central. D'accord. Donc ça, c'est pareil, c'est des données vraiment qui sont très émergentes, notamment au niveau nerveux, mais qui sont en tout cas indicatrices que non, nos hormones ne servent pas justement qu'à procréer, et quand on les a pas, on est tranquille, et puis le jour où je voudrais un enfant, je m'en préoccuperai. Ouais. Et puis ça encore, c'est aussi problématique, parce que toutes les femmes à qui on dit c'est ok, tu sais, il y a la pompe à GnRH qui existe. Donc la GnRH, c'est l'hormone maîtresse du cycle menstruel qui dit à l'hypophyse, ok, tu peux sécréter des hormones sexuelles qui vont stimuler les ovaires. Et donc cette hormone, la GnRH, elle est coupée quand tu as une aménorrhée hypothalamique. Donc là, dans le cadre du sport, de par la faible disponibilité en énergie, comme tu disais. Et quand la GnRH elle est court-circuitée, il n'y a plus rien qui marche dans le cycle menstruel. Je sais plus Même pourquoi. plus global en fait, mais tu revenais sur, enfin tu appuyais je pense les propos d'Emma, mais en fait même globalement nous, à l'heure actuelle, on sait même pas à quel point ça vient influencer la survenue de blessures musculaires. Ça semble avoir un impact au niveau intestinal aussi, et plus globalement en fait ta fonction endocrinienne est impactée avec des cortisols qui explosent les plafonds, donc c'est une récupération qui est amoindrie, donc c'est un espèce de cercle vicieux qui se met en place. Et effectivement, s'il est valorisé, nous, c'est problématique, et un discours qu'on ne peut plus entendre à ce jour, et Barbara, on l'entend je ne sais pas combien de fois, à chaque fois qu'on consulte des personnes en aménorrhée, c'est qu'on leur a dit que c'était pas grave parce que vous voulez pas des enfants tout de suite. C'est pas grave. Mais si, c'est grave en fait, parce que la fonction osseuse est impactée. Parce que si on veut faire du sport santé, mais là, c'est n'importe quoi, on marche sur la tête. Et même si on veut faire du sport performance dans la durée, je suis désolée, vous cautionnez le fait d'impacter les os, que les os soient vraiment malmenés. Et ça, c'est pas OK du tout. Donc, si c'est par méconnaissance, il faut que ça change. Mais dans ce cas, comme disait Barbara, ça fait 40 ans que les données sont disponibles. Donc, on essaye de les diffuser. Vraiment, c'est ce qu'on essaye de se faire dans ce podcast. Et si c'est pire encore, c'est que les gens sont au courant mais estiment que c'est pas important, on en revient à, tu l'as abordé aussi Emma, un peu cet aspect sociétal du cycle menstruel. Il faudrait que ce soit invisible, il faut pas qu'on voit ton tampon, il faut pas qu'on voit du sang, le sang est bleu. Si possible, prends un dispositif qui est à l'intérieur de toi et qui ne soit pas visible. Je veux dire, on sait tous à quel point on se torture l'esprit avec la marque des culottes sur les leggings ou sur les shorts. Donc il y a tout un truc quand même autour de ça où il faudrait vraiment ça nous arrive tous les mois, ça nous arrive pendant 20 ans de notre vie, mais il faudrait surtout pas qu'on en parle, il faudrait surtout pas qu'on s'en plaigne, et il faudrait surtout pas que ça se voit. Donc bien sûr que l'aménorrhée, du coup, il y a quelque chose aussi presque sociétal autour de sa valorisation. Mais nous, on n'est pas OK avec ça, et on voudrait vraiment que les sportifs l'intègrent. Barbara, tu veux peut-être revenir sur l'aménorrhée chimique, du coup, le fait d'avoir la contraception en continu, éventuellement. Oui, alors c'est vrai que, tu vois, tu disais, je prends une pilule contraceptive sur le long terme, et comme ça, j'ai des pertes de règles. Mais en fait, la pilule... Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de médecins prescrivent un combiné pour protéger la santé osseuse. Sauf qu'on sait très bien que ça ne protège pas la santé osseuse. Il y a d'autres traitements qui sont recommandés, mais temporairement, c'est-à-dire sur des petites périodes pendant que la femme, justement, travaille sur son alimentation, son activité physique, etc., le temps de regagner ses cycles menstruels. Parce que les vrais cycles menstruels,
c'est le meilleur traitement en fait pour la santé osseuse, réaméliorer la santé osseuse, même si honnêtement on ne sait pas si les pertes osseuses sont réversibles. Ça dépend à quel niveau, tu vois, ça en est. Donc généralement la pilule elle est prescrite pour ça, et c'est un peu un comment dire, alors Nikki disait c'est un bandage sur un tronc d'arbre, c'est-à-dire ça ne sert à rien, ça sert juste à se dire bah ok, la femme est contente, elle est rassurée, elle a des pertes de règles, elle pense que c'est ok, que sa santé osseuse est protégée, alors que pas du tout en fait. Et ce qui me questionne aussi, tu vois, c'est Par perte de règles, c'est saignement de privation, hein, on est d'accord que tu parles de ça? Oui, voilà, de perte, de saignement de privation. Et ce qui me questionne aussi et que je trouve vraiment dommage, c'est que justement, on sait que ça a un impact vraiment global sur la personne, donc la faible disponibilité en énergie, parce qu'en fait, c'est ce que tu as connu, tu vois. Les périodes où tu étais en aménorrhée, c'était parce que tu étais en faible disponibilité d'énergie, et donc tes règles s'arrêtaient, mais comme on te disait, ça a un impact sur d'autres choses. Et Manon te parlait des performances tout à l'heure, donc les performances neuromusculaires. Et il y a des études qui montrent que si la charge, par exemple, d'entraînement est augmentée chez des sportives, eh ben, si l'alimentation ne suit pas, par exemple, l'ovulation va pouvoir sauter. Mais ce dont on se rend compte, c'est que ces femmes qui ont des troubles du cycle, parce qu'il n'y a pas que l'aménorrhée hypothalamique, il n'y a pas que l'absence de règles, finalement, dans les troubles du cycle, il y a aussi les femmes qui arrêtent d'ovuler, mais elles ont quand même des pertes de règles, parce qu'elles ont toujours un peu de production d'œstrogène. Il y a les troubles de la déficience de la phase lutéale, donc il n'y a pas assez de progestérone qui est produite, ou alors tu as des cycles irréguliers, donc des cycles qui s'espacent. C'est moins de 9 pertes de règles, mais la perte de règles naturelle, du coup, par an. Donc moins de 9 cycles par an, on parle d'oligoménorrhée. Et là aussi... Très, très récurrent. Enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup connu. Ouais. Ouais, et en fait, tu vois, là, de l'extérieur, mais c'est... Après, je pense qu'on va éclaircir, on jette pas la pierre à la pilule, on jette pas la pierre aux médecins. En fait, il y a un vrai manque d'éducation, il y a un vrai manque de connaissances sur ce sujet qui est complexe, parce que là, on parle d'endocrino, on parle de gynéco, on parle de sport. C'est très rare d'avoir les trois domaines qui sont reliés, donc on jette la pierre à personne. Ce qu'on veut juste, c'est que maintenant, ça change, en fait. Donc peut-être que tout au long de ta carrière, malheureusement, tu as pu être dans un état d'équilibre fragile, entre guillemets, qui fait que du coup, tu avais ces périodes avec des cycles assez irréguliers, voire très espacés, sans forcément tomber en aménorrhée. Et excuse-moi, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter quelque chose. Je suis d'accord, il faut pas jeter la pierre, mais je pense qu'il y a quand même des choses. Je pense aux entraîneurs, par exemple, il y a des phrases qui ne sont absolument pas à dire. Je me rappelle que j'ai un coach quand j'étais en équipe de France. Je lui dis bah voilà, ça faisait 3-4 mois que j'avais plus mes règles. Donc je dis à ce coach, j'ai plus mes règles. Et il me dit, la phrase qu'il me dit, et ça me restera en tête toute ma vie, il me dit, mais Emma, tu crois que les autres concurrentes qui sont sur la ligne de départ avec toi au championnat du monde, tu crois qu'elles ont leurs règles? Donc l'air de dire, bah voilà, en fait, oui, non, mais en fait, c'est normal, tu es dans le sport de haut niveau, etc. Donc il y a un réel travail d'éducation à faire là-dessus. Et tout à l'heure, tu parlais également de l'alimentation. Il y a en plus ce truc de, je crois que c'est la triade de la sportive. Alors ça, pareil, est-ce que d'un point de vue scientifique, c'est voilà, c'est quelque chose qui est voilà. Et il y a en plus de ça, on rentre dans un cercle vicieux parce que très souvent, dans notre sport, on est en sous-alimentation, on ne s'alimente pas suffisamment, et donc on va avoir une masse grasse extrêmement basse, donc on va plus avoir nos règles, donc on va potentiellement faire des fractures de fatigue et on va être encore plus fatigué, etc. Enfin, c'est très compliqué. Et il y a cette méconnaissance-là à la fois du cycle menstruel et à la fois de tout ce qu'il y a
trait à l'alimentation, de tout ce qui a trait au poids, de tout ce qui a trait à ce rapport poids-performance. Et en fait, on se rend compte qu'on est face à des personnes qui ne connaissent malheureusement pas suffisamment de choses, qui ne sont pas suffisamment éduquées, mais qui vont quand même se permettre soit de faire des remarques, soit de venir te donner des conseils. Et par exemple, quand j'ai plus mes règles, forcément, je suis un peu moins performante. Et l'une des phrases qu'on dit le plus en tant que sportif quand on est moins performante, c'est « mais écoute, c'est très certainement parce que t'es pas suffisamment affûté, donc il faut que tu manges encore moins. » Et en fait, on rentre dans un cercle hyper vicieux. Et il n'y a pas suffisamment de questionnement et de déconstruction, je trouve, par rapport à ces remarques et à ces logiques-là qui sont, je trouve, hyper malsaines et contre-productives. Mais complètement. Complètement, parce qu'on sait que le RAID... Alors, si tu veux, la triade de l'athlète, c'est... en gros, c'est de là que vient le RAID. Donc, le RAID, c'est le syndrome de... En anglais, c'est Relative Energy Deficiency in Sport. Donc, c'est le fait d'avoir une faible disponibilité en énergie qui impacte beaucoup de sphères de ta santé. Et si tu veux, la triade... ça vient de la triade, mais on s'est rendu compte que ça touchait beaucoup plus que la santé osseuse et les menstruations et la fonction de reproduction. Donc c'est de là finalement que vient le RAID. Donc ça, c'est vraiment, ça a de l'appui scientifique. Il y a un consensus du Comité international olympique, même plusieurs, qui ont été mis à jour. Et du coup, tu vois, ça c'est abordé dans le consensus. Le fait que le RAID, sur les performances, ça a un impact négatif, mais pas que sur les performances. Il y a aussi certainement des choses qui se passent, c'est quand même associé à des symptômes dépressifs, par exemple, chez les sportifs. Enfin, tu vois, donc c'est un contexte, comme tu le dis, ça devient compliqué. Ben oui, en fait, tout est compliqué. Quand ton corps est dans un état de survie, mais comment tu peux lui demander de performer ? Ah, bien Donc, sûr. tu vois, tous les autres sportives sur la ligne, ok, elles ont peut-être pas leurs règles, mais du coup, bah, personne n'est performant, personne n'est en bonne santé, et tout le monde est là pour applaudir des processus qui sont dangereux, tu vois ? Et je pense que ça rejoint ton combat, Emma, parce qu'on valorise en fait un comportement, et je pense que quand on parle de violence, les gens pensent tout de suite castagne, etc. Mais ce genre de discours, c'est violent à recevoir en fait. Bien sûr. Ce genre de discours, quand on souffre déjà d'un trouble alimentaire, d'un désordre alimentaire, d'un trouble de l'image de soi, c'est pas un discours qui est acceptable. Et valoriser un problème de santé, c'est pas acceptable. Donc valoriser, voire favoriser une aménorrhée en vous disant que ça va améliorer votre performance, pour le moment, on n'est pas d'accord avec ça. Enfin, on sera jamais d'accord avec ça. Enfin, c'est un non, en fait. C'est un vrai non, parce qu'en fait, il y a rien qui vous dit que, vous serez pas vraiment meilleur avec une disponibilité énergétique supérieure. En fait, vous serez meilleur, point barre. C'est juste que vous vous donnez pas l'opportunité de le vérifier. Parce que ce qui est valorisé, c'est la maigreur et c'est la privation énergétique. Donc, il y a tout un travail de fond à faire au niveau de la culture de l'entraînement, de la culture du sport, plus globalement. Mais non, c'est prouvé. Il y a des études qui montrent que vraiment la performance est impactée. S'il fallait parler juste de cognition, moi, ce que je mettais un peu en perspective par rapport aux ligaments croisés antérieurs, c'est que si tu es en privation énergétique, crois-moi que tes réflexes, ils sont pas ce qu'ils sont censés être. Bien sûr. C'est-à-dire que du coup, est-ce que tu as vraiment la même réactivité que tu aurais eu si tu étais en pleine possession de tes moyens en termes de réflexes cognitifs ? Et ça, non, c'est un non. Donc en fait, est-ce que ton muscle, il est censé se contracter d'une certaine manière ? Donc c'est les antagonistes et les agonistes. Lorsque tu prends un tacle, par exemple, enfin bon, après quand c'est un sale tacle, je prends pas un bon exemple, on va dire sur des ruptures sans contact du ligament croisé antérieur, si t'as pas la bonne coordination musculaire pour que tes muscles se contractent de la manière dont ils devraient se contracter, en fait, oui, ça se passe pas comme c'est censé se passer. Et dans les privations énergétiques, on pense qu'il y a ce genre de choses qui est à l'œuvre. Donc, il faut le voir ça beaucoup plus globalement que comme c'est abordé en mode juste mais tais-toi, t'as pas tes règles, tant mieux, t'auras pas mal au ventre pendant que tu cours. En fait, déjà, on a des solutions pour gérer les dysménorrhées qui durent que 3 jours, alors qu'une aménorrhée qui dure 10 ans, je suis désolée, je vois pas à quel moment c'est positif en fait en termes de rapport bénéfice-risque pour la santé de celle qui vit ça. Mais il y a même pas de débat en fait. Il vaut mieux qu'on vous apprenne à gérer, qu'on éduque en fait à la gestion des dysménorrhées, à la gestion du flux,
qu'on demande aux équipementiers de vous aider pour la gestion du flux en compétition et sur les périodes autour, plutôt qu'on pousse toute une population d'athlètes en aménorrhée, ça n'a aucun sens. Totalement. Voilà, désolée pour l'envolée lyrique. Ah oui, non, je suis totalement d'accord. Sarah, elle aurait dit c'est la montée de lait de Manon. Sarah, c'est une Canadienne qu'on a eue sur le podcast et voilà. Donc, coucou Sarah. Kobe, elle dirait « Oh, you find my button !» Donc, Kobe, on l'a lancé sur le ligament croisé antérieur, on est parti sur une envolée lyrique, pareil, de 5 minutes où elle nous a décrit tout ce truc et voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment un super échange. Merci vraiment, Emma, d'ouvrir la parole à ce niveau-là. Avec Ouais, grand plaisir. parce que c'est vraiment super important. Et du coup, est-ce que t'es OK peut-être pour nous expliquer un petit peu comment a évolué ton rapport à la nourriture? Parce que je crois que c'est un sujet quand même qui te tient à cœur. Et voilà, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu des déclencheurs qu'il y a pu avoir? Est-ce que... Voilà, je te laisse... Alors donc comme je le disais, c'est vrai que quand j'étais en période où ça allait un petit peu moins bien, où j'étais un petit peu moins performante, je trouve que le réflexe un peu rapide des entraîneurs, c'était de me dire bah écoute Emma, c'est parce que t'es pas suffisamment affûtée. Donc ça arrivait assez tard dans ma carrière, heureusement, parce que j'ai toujours été, j'ai un métabolisme, ou je sais pas, en tout cas j'ai un corps, où je suis très fine, j'ai toujours été très fine, mais forcément plus j'ai commencé à vieillir, et plus j'ai eu un corps qui éliminait peut-être un peu moins vite, je saurais pas exactement comment l'expliquer, et donc on m'a demandé de perdre du poids sur la fin de ma carrière, et ça semblait être pas grand chose, c'est-à-dire qu'on m'a dit bah voilà Emma, est-ce que tu pourrais perdre un petit kilo là à l'approche de telle compétition? Donc je me dis ah oui, bah je vais faire un peu attention. Et en fait c'est quand même intéressant de voir la rapidité que de l'évolution du rapport à la nourriture et du rapport à son corps dès qu'on a dès qu'on peut avoir une petite réflexion comme ça. C'est-à-dire que moi là j'ai commencé à manger par exemple un petit peu moins de pain, donc le petit kilo je l'ai perdu hyper rapidement. Et puis après j'avais la sensation que, alors pareil, vous pourrez très certainement m'éclairer d'un point de vue scientifique, mais j'avais la sensation que du coup mon corps se mettait limite en mode un peu protection. Et plus ça allait, et plus j'avais du mal à perdre ce petit kilo. Ce petit kilo qu'on m'a demandé de perdre de manière totalement arbitraire. Pourquoi, comment, est-ce que vraiment ça va m'aider? J'en savais rien, mais étant donné que l'entraîneur m'a dit, je fais. Et en fait, ça a été terrible, parce que je suis rentrée dans une logique où j'étais obsédée par la bouffe tout le temps. C'est-à-dire que le matin, je me levais, c'était la première chose à laquelle je pensais. Alors, au petit déjeuner, je vais prendre ça. Mais du coup, est-ce que je peux prendre ça parce que au déjeuner, je vais avoir ça et je vais avoir tel entraînement. Ah, mais peut-être qu'il faut que j'aille m'entraîner à jeun. Comme ça, j'éliminerai un peu plus vite parce que ce week-end, j'ai l'anniversaire de ma sœur où je vais peut-être vouloir manger un bout de gâteau, mais machin, donc truc bidule. Et puis, je me regarde dans le miroir et mais Emma, t'as pris, mais Emma, t'es pas suffisamment mince. Mais Emma, mais tu te rends compte, attends, t'as ta compétition dans 10 jours et là, tu ressembles à ça. Mais attends, mais tes concurrentes sur Instagram, regarde comment elles sont fines, regarde comment elles sont sèches. Et toi, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Donc voilà, donc ça a été vraiment un cercle vicieux. Ça a été, j'ai connu des épisodes d'hyperphagie. Donc c'est-à-dire des moments où j'avais le droit de manger ce que je voulais, c'était n'importe quoi. Pareil, je pense qu'à ce moment-là, mon corps voulait capter le plus d'énergie possible parce que j'étais en manque en fait et j'avais l'impression d'être comme une droguée. Donc dès que j'avais accès à de la nourriture ou quoi, je n'arrivais plus à m'arrêter. Donc c'était terrible. Je me trouvais toujours trop grosse. Donc ça, je crois que ça s'appelle de la dysmorphie. Et je n'arrivais plus à m'alimenter normalement jusqu'au moment où là, c'était vraiment sur la fin de ma carrière. Il y a eu un moment, j'ai dit stop, on arrête. Donc j'ai commencé à me laisser manger ce que je voulais quand je voulais. Donc là, ça a été un peu le mot qui me vient, c'est n'importe quoi, mais non, c'était pas n'importe quoi, c'était une réappropriation en fait à ce moment-là, j'avais envie de manger que ce qui était interdit, donc je me suis laissée manger ce qui était interdit. Et en fait, c'est terrible à dire, mais c'est en arrêtant le sport de haut niveau
que mes troubles du comportement alimentaire se sont arrêtés. J'ai pas eu de suivi thérapeutique spécifique par rapport à ça. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé quand j'étais dans le sport. Mais en fait, ce qui m'a aidé, c'était de plus avoir ce rapport à la performance, ce rapport à un certain poids que je devais avoir absolument. Et donc voilà comment ça s'est passé pour moi. Et c'est terrible, tu vois, d'entendre que tu te rattachais en fait à un poids. C'est hyper compliqué quand t'es dans cette sphère et que la performance pour toi c'est hyper important et tu veux faire bien, tu vois. Et du coup, il y a ce facteur de perfectionnisme et d'engagement finalement dans le sport qui fait que tu te dis il faut absolument que je sois à ce poids parce que sinon je suis pas assez bien et sinon je vais pas assez performer et du coup si mes courses elles se passent pas comme prévu, c'est parce que j'ai pas perdu mon kilo. Bien sûr, c'est de ma faute et ça c'était mais horrible. Et pareil, je me disais par exemple, je croyais que mon poids de perf c'était attends, comment il s'appelle ça? C'est pas mon poids de forme. C'est marrant ça. Mon poids de forme c'était 55 kilos. Donc j'étais persuadée de ça, mais pourquoi en fait? Sur quoi c'est basé? Heureusement, il y avait une nutritionniste à l'INSEP que j'embrasse bien fort, qui s'appelle Eve, qui était géniale parce que j'allais la voir pour qu'elle me prenne les plis et tout machin. Et tout le temps, elle me disait, Emma, ça va en fait, je mange, mange, ça va aller. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand elle me donnait des conseils. Elle me donnait une ligne à suivre. Quand j'en parlais à mon entraîneur remettait tout en question, me disait mais non en fait ça va pas, c'est pas comme ci qu'il faut faire, c'est pas comme ça et tout machin. Alors que elle en fait c'est son métier, c'est son taf. Elle travaille pour les équipes de France de rugby. Elle est reconnue, elle est à l'INSEP, elle est reconnue. Et mon coach qui a lu 2 articles sur internet, lui pensait mieux savoir. Donc elle heureusement qu'elle était là, mais elle faisait avec ce qu'elle pouvait quoi. Et c'est vrai que ce poids performance, ce poids de forme machin, c'était des trucs qui était hyper arbitraire et je savais plus où j'en étais. Et j'étais focalisée sur ce 55 kilos. Pourquoi, comment, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'allais être performante? J'en savais rien, mais il y avait vraiment une réelle obsession là-dessus. Après, je pense que c'est aussi, alors peut-être que je sais pas, tu vois, tu me dis si c'est pas du tout ça, mais je pense que t'as évolué quand même dans un environnement qui est tellement stressant. Le fait de pouvoir te rattacher à quelque chose que tu pouvais contrôler, en fait, ça te donnait peut-être, tu vois, la sensation que, ok, c'est hyper dur autour de moi, il se passe des choses vraiment compliquées, mais ça, je peux contrôler. Complètement. Et je pense aussi qu'il y a ce rapport à la nourriture qui devient malsain parce que il y a vous le savez mieux que moi, hein, mais il y a plein de paramètres qui font que on peut développer ce rapport à la nourriture malsain. Le fait aussi de vivre des violences, que ce soit des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles, il me semble que la nourriture, ça peut être aussi un moyen, une addiction en fait, et un moyen d'échapper à tout ça et de peut-être de se dissocier et donc il y a aussi ça en plus qui rentre en compte en plus de cette obsession du milieu sportif pour le poids. Et donc on rentre dans une spirale. Ah ouais. dans un casse-tête, dans un truc tellement malsain que ça devient en tant que femme, et il y a des hommes aussi qui le vivent, hein, mais en tout cas moi je l'ai vécu en tant que femme. En tant que femme, ça devient très malsain et très difficile d'en sortir. En fait, c'est quasiment impossible de sortir seule, tu vois, de ce genre de contexte, enfin, les troubles du comportement alimentaire. Et effectivement, comme tu disais, les femmes qui vivent des violences, notamment sexuelles, il me semble qu'elles sont plus à risque de développer des troubles du comportement alimentaire parce qu'il y a plein de choses qui se passent justement au niveau de la valeur, de l'estime de soi, le fait de pouvoir contrôler quelque chose, le fait de pouvoir annihiler des émotions avec la nourriture. Et du coup, oui, il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. En tout cas, il me semble que c'est Ariane Lapsy qui en a parlé. Donc Ariane Lapsy, que j'embrasse par la même occasion, sur Instagram, qui accompagne beaucoup de femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Elle est psychothérapeute.
Il me semble que c'est ce qu'elle disait la semaine dernière pendant les lives pour la semaine justement de la journée mondiale des troubles du comportement alimentaire. Et est-ce que tu penses, toi, que ça a un lien avec ce que tu as vécu? Les troubles du comportement alimentaire que j'ai eus par rapport aux violences que j'ai vécues? Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Sur le coup, je me disais pas ça. Déjà, sur le coup, je me disais que j'avais pas de problème, que c'était normal d'avoir ce rapport à la nourriture. Ensuite, je me suis dit que c'était en rapport direct avec le sport. Et ensuite, j'ai compris que c'était en rapport avec les violences, bien sûr, avec les violences que j'ai vécues. C'était un moyen pour moi, peut-être tu vois, de me remplir, je saurais pas exactement te dire, mais oui, oui, bien sûr que c'était en rapport direct, ouais. Ok. Bah écoute, merci vraiment de nous partager ça et je pense que ça va aider énormément de femmes Et d'ailleurs, parce que... je Oui, pardon, vas-y Manon. vas-y. En Oui, fait, tu as abordé une notion super quelque chose assez intéressant et je sais que Barbara l'explique bien, donc j'aimerais bien qu'elle l'explique. Tu disais, le fait d'arrêter de manger, en fait, je n'ai même pas réussi à perdre ce kilo ou en fait, ce truc qui paraissait si «facile» entre guillemets, comme si mon corps, il voulait pas le perdre. ouais. Et du coup, Barbara, je pense que c'est un concept, en tout cas moi, tu me l'as bien expliqué et je pense que c'est très important que les auditeurs comprennent ce mécanisme. Qu'est-ce que tu peux expliquer? Qu'est-ce qui se passe en fait, lorsque justement, à force de se priver, finalement, on ne perd plus de poids? Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que les femmes, effectivement, qui présentent une aménorrhée, elles ont, ou un RED, elles ont un métabolisme de base qui s'affaiblit. Donc, tu vas C'est mon dépenser moins métabolisme de base. d'énergie. Oui, pardon. En gros, le métabolisme de base, c'est ce que tu dépenses en énergie quand tu es juste pour faire fonctionner tes fonctions physiologiques de base. Donc, c'est si tu restes toute la journée à dormir dans ton lit, bah, il te faut quand même pas mal d'énergie pour entretenir ton corps, tes organes, etc. Et ça, on sait que dans le cadre d'une faible disponibilité en énergie, mais notamment qui devient chronique, enfin qui dure, on a un affaiblissement donc de ce métabolisme-là. Et en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que le corps va effectivement se mettre en résistance dans le sens où il va essayer de garder l'énergie. Et en fait, tu vas fonctionner à un métabolisme qui tourne, enfin qui dépense moins d'énergie. Donc tu vas être à un point normal, mais tu vas dépenser moins d'énergie que ce que tu aurais dépensé normalement. Tu vois, tout simplement parce que ton corps, il éteint des fonctions physiologiques, donc par exemple tes cycles menstruels, pour pouvoir prioriser la locomotion. D'accord. Parce qu'en fait, d'un point de vue évolutif, tu vois, ton corps, fonction de reproduction, c'est pas une fonction qui est indispensable à sa survie. Au contraire, il va se dire, c'est pas le moment. Donc je disais, il va prioriser la locomotion et le fait de pouvoir se déplacer, parce que d'un point de vue évolutif, la fonction de reproduction, c'est pas quelque chose qui est nécessaire à sa survie. Il va En fait, toujours... à l'échelle de l'organisme, on est toujours des chasseurs-cueilleurs avec une lance et on va chercher le mammouth. Le but du jeu, c'est qu'on puisse aller chercher du mammouth, les gars, pas qu'on fasse des bébés. Lui, il sait pas, tu vois, que dans tes placards, il y a peut-être des gâteaux, enfin tout ça. Lui, il pense qu'il vit toujours dans la forêt, disons. Et du coup, voilà, il va prioriser la locomotion pour pouvoir aller chercher de la nourriture pour survivre. Et t'es aussi dans un état où tu peux te sentir un peu hyperactive, un peu sans repos, dans le sens où bah, ton corps te laisse pas l'occasion vraiment de te reposer parce que pour lui, voilà. Ouais, c'est ça. Et aussi, tu sais, au niveau confusion mentale, tu peux manquer de clarté dans tes décisions, dans tes trucs, être un peu désorganisé. Ce côté un peu, tu sais, survolté. Ouais. Complètement. Et du coup, paradoxalement, bah, cette fonction, enfin, le fait qu'on soit en mode économie d'énergie, bah, finalement, on brûle moins de calories, même si on essaye de justement perdre des kilos. Ouais. Enfin, je te laisse terminer l'explication, Barbara, mais Alors d'un point de vue, en tout cas les études montrent que c'est pas grand-chose si tu veux ce que tu perds en termes d'adaptation, mais sur le long terme en fait si tu es vraiment dans une économie d'énergie, toi en plus tu faisais du sport intense,
tous les jours. Donc, ce qui se passe, c'est que ton activité non volontaire, donc ton activité en dehors de l'exercice physique, parce que tu avais tes séances d'entraînement, mais à côté de ça, bien sûr, tu avais ta vie, aller faire des courses, aller voir telle personne. Enfin, tu vois, on n'est pas que des gens qui font des séances de sport et qui vont se coucher et qui mangent. Donc, en fait, toutes ces activités-là, d'une manière inconsciente, le corps va les diminuer. Tu vois, tu vas peut-être faire moins de gestes quand tu parles, tu vas peut-être avoir moins envie de faire certaines tâches, moins envie de faire certaines choses au profit de te reposer parce que tu sens vraiment que tu n'en peux plus. Ouais. Et du coup, c'est ça, toutes ces choses mises bout à bout qui font que le kilo s'élimine beaucoup moins bien. Enfin, bien. Non, excusez-moi, c'est horrible ce que j'ai dit. Le kilo, c'est rapidement. Ouais. Comme on aurait pensé initialement. Ouais. Mais ça te parle, tout ce qu'on... Ça fait écho avec ce que tu as pu vivre? Ouais, je sentais qu'en fait, qu'il y avait un ralentissement de tout et que tout était plus compliqué, tout est plus difficile. Et puis, même d'un point de vue psychologique, c'est quand même assez impactant, quoi, parce qu'on se dit, je suis plus capable de faire ci, t'es tout le temps fatigué. Et puis, c'est un cercle vicieux aussi de ce côté-là. En fait, il y a aussi, d'un point de vue psychologique, ça devient compliqué parce que tout est ralenti. Mais on est dans un milieu où on n'a pas le droit de se sentir moins bien, on n'a pas le droit psychologiquement d'être moins bien, et donc du coup, ça, c'est plus difficile, on peut moins en parler. Enfin bref, tout ça fait que en fait. Et puis, Emma, tu sais bien, c'est du sport de haut niveau, il faut souffrir. Voilà, c'est ça. Je compte même pas le nombre de fois où on t'a envoyé ce commentaire. C'est tellement inadapté, violent. Complètement. Et donc oui, c'est complètement c'est dans cette logique-là, et on se rend compte que la méconnaissance de tous ces sujets, ça peut avoir quand même des répercussions qui sont très graves, non seulement sur la performance, mais sur l'individu, la femme qu'on est, et c'est quand même assez terrible de s'en rendre compte. Mais c'est ça, et tu vois, c'est ce qu'on questionne aussi avec Manon. Manon, tu me diras si tu es d'accord quand même. Mais ce qu'on questionne, c'est, ok, sportive de haut niveau, ok, et après qu'est-ce qui se passe après? La gagner à tout prix. Moi, je trouve que c'est on en parlait souvent avec Barbara, mais la fabrique des troubles alimentaires. Ouais. C'est clairement, il y a vraiment des sports entiers, ou alors on les récupère plus tard, nous, à la fin de la carrière sportive, où en fait, ce sont des personnes qui souffrent vraiment de leur image corporelle, qui sont empreintes de croyances vis-à-vis de leur corps, de leurs valeurs. C'est hyper compliqué, et ça ne touche que l'aspect trouble alimentaire. Je pense que la charge mentale qu'on impose à des enfants de 12, 14, 16 ans, il y a tellement de sacrifices, et tu fais partie de ceux qui n'ont pas explosé en plein vol. C'est-à-dire que là, on a la chance d'avoir... Enfin, excuse-moi, je suis très maladroite en disant ça, t'as quand même eu un burn-out et t'es arrivé des choses vraiment pas cool. Tu prends le courage de prendre la parole, mais tu as touché du doigt un haut niveau. Je pense que t'as peut-être en mémoire d'autres filles qui étaient peut-être du même niveau que toi, mais qui ont explosé plus tôt et qu'en fait on contre-performé plus tôt, etc. Et je reprends une expression que coach Seb dit dans la clinique du coureur, c'est: écoute, je t'embrasse aussi, comme ça on a tous embrassé. C'est comme jeter une boîte d'œufs sur le mur et tu regardes celui qui survit. La méthode est-soviétique. C'est comme ça qu'on fait du sport de haut niveau actuellement. Totalement. Et ça, c'est regrettable. Je suis désolée, on a la chance de performer en France. On a un système de détection énorme, mais parce qu'on a des moyens de faire du sport. Mais très clairement, on casse du gamin, mais à longueur de temps, et ça, c'est pas OK. C'est vraiment pas OK. Bien sûr, et il y a un monsieur qui avait commenté ça sous un post où j'expliquais les 5 raisons pour lesquelles j'avais arrêté le sport de haut niveau. Il avait utilisé cette expression, et c'est totalement vrai. Et je pense notamment, quand tu parles des jeunes, je pense aux petites gymnastes à l'INSEP qui ont 13-14 ans, et tu les vois manger une soupe tous les soirs. Mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ou alors tu vois les boxeurs qui à 2 jours de leur compétition sont avec leur parka, avec je crois qu'il y en a même qui mettent des sacs poubelles dessus et tout, pour faire des tours et des tours.
Ouais. dans la halle pour perdre de l'eau, qui vont enchaîner avec un sauna. Et puis en fait, tout le monde trouve ça normal et tout le monde trouve que ça fait partie, tu vois, de du folklore, j'ai envie de dire. Tu vois, ça fait partie du folklore, ça fait partie de la préparation et c'est totalement normal. Mais personne se pose de questions. Et pour revenir sur le sujet du sport de haut niveau, du sport performance, et comme tu l'as très bien dit, de Barbara, mince, j'ai perdu mes mots, mais est-ce que, voilà, sportive, on est sportif de haut niveau et après, bien sûr, en fait, oui, qu'est-ce qui se passe? Qui se préoccupe de l'après. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que, je vais un peu plus loin, est-ce que le sport performance, est-ce que le sport de haut niveau à cet extrême-là doit perdurer en fait? Et je suis vraiment pas certaine. Est-ce que ce truc de toujours plus de la performance, du sport business, du sport spectacle, du sport capitaliste, est-ce que c'est viable? Est-ce que on en vient à des extrêmes où bah, l'humain, on s'en fout, c'est business avant tout. Est-ce que c'est viable? Je suis vraiment pas certaine. Et je pense que on est dans un contexte politique, dans un contexte social, dans un contexte écologique, où il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qu'on fait en fait, quel choix politique, parce que pareil, le sport c'est pas politique, le sport c'est trop bien, c'est fédérateur, etc. Le sport est politique et je pense qu'il faut se poser de réelles questions de fond sur ce qu'on fait et sur les modèles sportifs et le modèle politique Qu'on qu'on donne. décide d'adopter. Mais complètement. Et je t'avais entendu parler du dolorisme justement dans le sport. Oui. Et je trouvais ça tellement révélateur. Enfin, ce Ouais. mot, il est complètement parlant. Et du coup, bah, j'ajoute quand même que là, on parle du sport de haut niveau, mais c'est valable pour les sportifs amateurs qui sont passionnés de sport, pour justement ben, les parents qui emmènent Ouais. leurs enfants dans des clubs dans lesquels les enfants sont censés s'épanouir et où il y a aussi des facteurs déclencheurs de troubles alimentaires, de faible estime de soi, etc. Et justement, cette culture du dolorisme et de le sport, ça doit toujours être no pain, no gain, ça doit toujours être dans la souffrance, dans la douleur, et plus t'en fais, et mieux c'est. Et ça, non, en fait. J'ai envie de vous dire, il y a des personnes pour lesquelles, eh ben, décharger leur barre, ça leur coûte énormément. Ou décharger, tu vois, une séance de fractionné, par exemple, ça leur coûte énormément d'un point de vue psychologique à cause de tout ce qu'on nous met dans le crâne autour de ça. Et c'est ça qu'on devrait encourager, en fait. L'estime de soi et le courage, c'est justement savoir décharger et se dire, ok, c'est moi qui décide pour mon corps, pour ma santé, ce que je fais dans ma séance et dans mon cycle d'entraînement aussi. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Complètement. Et surtout chez les femmes. Oui, complètement. Et je te rejoins totalement, Barbara, par rapport à ce que tu dis. Et tu vois, ça me fait penser tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très intéressant sur le cycle menstruel et sur la capacité des femmes à dire comment elles se sentent pendant telle période. Et ça, c'est absolument central. C'est-à-dire, je pense que avoir un rapport à notamment entraîneur-entraîné qui soit beaucoup plus horizontal, où la sportive notamment, parce qu'en plus il y a des dynamiques de domination homme-femme, de domination de genre, etc. qui rentrent en compte pour bien compliquer encore tout ça. Il y a, je pense que c'est absolument primordial et central de remettre au centre la parole de l'athlète, la parole de la sportive sur comment elle se sent, sur est-ce que là, oui, il vaudrait pas mieux qu'elle décharge parce que c'est trop, parce que là, elle a atteint une limite, et que non, cette logique du dolorisme, cette logique du toujours plus, cette logique de dépasser des limites, elle n'est pas toujours, même elle n'est pas, c'est pas quelque chose de viable et c'est pas quelque chose qui permet à l'athlète de se préserver en fait et d'avoir son intégrité d'être humain avant d'être sportive. Et donc oui, je te rejoins totalement sur cette nécessité de prendre en compte la parole. Oui, complètement. Et tu vois, c'est intéressant aussi, ça me fait penser, sous mon dernier poste, il y a
commentaire intéressant de Florian Saffer, qui expliquait justement, je parlais des facteurs de risque concernant les troubles alimentaires chez les sportifs et sportives, et du coup je lui expliquais que j'avais l'impression que cette culture du dolorisme et le manque d'autocompassion, en fait, de construction de l'autocompassion envers soi. Donc attention, l'autocompassion, c'est pas être en pitié envers soi-même et nier ce qu'on ressent, etc. Au contraire, c'est vraiment pouvoir développer un discours encourageant et bienveillant envers soi. Et c'est ce qui montre aussi des effets positifs sur le fait que les gens rebondissent des événements difficiles qu'ils ont, arrivent à se fixer des objectifs, arrivent à se relever finalement, et tu vois, atteindre leurs objectifs. Et du coup, je trouve que on n'est pas du tout là-dedans. Non. Et c'est pas positif. Non, c'est de l'autodestruction. Non, c'est de la destruction. Je trouve que oui, on est dans une logique quand même de destruction, et celui ou celle qui arrive à s'en sortir et qui arrive à être performante malgré ces contextes-là, ils sont érigés en héros, et en fait c'est la mini partie émergée de l'iceberg, et on se rend pas compte de toute de combien ont laissé leur santé mentale, leur santé alimentaire, parfois leur vie. Je veux dire, Oui. quand on est à des points extrêmes au niveau des troubles alimentaires, malheureusement, ça peut mener au décès. Et ça, c'est pour toutes ces personnes-là où je trouve ton combat légitime et honorable, parce qu'effectivement, c'est la minorité qu'on voit. Et combien de personnes on pensait faire les bons sacrifices en s'affamant, on pensait faire les bons sacrifices en ajoutant des séances d'entraînement, et qui finalement ne sont peut-être plus, soit dans le sport tout simplement, on fait des burn-out sportifs, soit t'es en contre-perf, soit ont toujours des troubles alimentaires à l'heure actuelle, soit pire. Ça, c'est même pas quantifiable. Donc je pense ce serait vraiment super qu'on arrive à repenser le système sportif actuel pour qu'on puisse se dire sereinement, oui, j'y dépose mon enfant parce que je sais qu'on va pas le matraquer. Bien sûr. On va l'amener dans quelque chose de positif qui va lui apporter la résilience, qui va lui apporter plein de bonnes choses aussi. Mais comment identifier les structures qui font ça, c'est un vrai challenge, et j'espère vraiment que avec ce qui s'est passé, le témoignage, le reportage des gymnastes de l'INSEP, je pense que les fédés vont une à une s'emparer un petit peu des choses, et j'espère que chacun essaiera de trouver les meilleures conduites. Tu vois, par exemple, tu parlais des judo. Non, pardon, c'était la boxe qui courait en kawaii. Ça, ouais. Aux USA, pour la lutte, donc c'est pas trop répandu en France, mais enfin si, je crois qu'à l'INSEP, vous avez quand même des athlètes. Il y a quand même des athlètes. Eh bien, en fait, la NCAA, donc c'est la division universitaire de la lutte, c'est la lutte quasi professionnelle en fait. Tu ne peux pas concourir si tu n'as pas atteint le taux d'hydratation minimum. Ils ont des tests urinaires. Mais tu vois, c'est réglementé. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on a besoin à l'heure actuelle dans le sport français. C'est des initiatives qui sont ponctuelles. À l'heure actuelle, je crois, la dernière fois que j'avais fait l'état des lieux, c'était il y a 3 ans. Il y avait le saut à ski. Tu sais, là, sur la grande pente, qui avait réglementé, mais parce que le rapport poids-puissance était une obsession. Donc, tu vois, comme je connais pas la discipline, ils avaient réglementé au niveau de la masse grasse, eux, la lutte au niveau du coup, un test urinaire d'hydratation, parce que du coup, la plupart faisaient des déshydratations massives. C'est horrible. Ouais. Ce qui faisait que ils ont eu en fait un décès d'un mineur. Et la famille a poursuivi en justice, et je crois que c'est pour ça qu'il y a eu ces initiatives qui ont été prises dans la lutte américaine. Et ils avaient fait un cut-off. Les femmes ne pouvaient pas descendre en dessous de 12% de masse grasse, et les hommes en dessous de 5% de masse grasse, ils n'avaient pas le droit de concourir. Donc ça a été l'objet de mon mémoire d'études. Alors c'est arbitraire, Barbara, je sais que c'est pas des valeurs, le but c'est pas d'atteindre ces valeurs, c'est pas du tout le truc. Ils ont essayé de réglementer au mieux possible dans un but de santé, c'est-à-dire qu'on veut pas un mec qui est prêt à faire un arrêt cardiaque parce qu'il est sous-alimenté, sous-hydraté, et qu'on va lui demander un effort maximal de 2 minutes, quoi. C'est un non-sens, mais à l'heure actuelle c'est ce qui se passe en fait. Donc, Manon, elle m'a capté en 2 secondes. Je sais, Barbara. non, faut vérifier. Ne cherchez pas à reproduire ça chez vous. Il n'y a pas un idéal de masse grasse à atteindre. C'est très faible. Parce que je veux que vous reteniez de cette tirade. Retenez plutôt qu'il faut pas courir en kawaii le moins possible. Une perte de poids dans une catégorie de poids, ça doit être pensé à l'avance.
Il y a vraiment une culture dans ces sports à catégorie de poids qui est très importante. Je pense qu'on essaiera d'avoir des athlètes qui sont confrontés à ça parce qu'il y a des réalités de terrain qu'on ignore en tant que scientifiques, en tant que médicaux, et c'est important qu'on les connaisse pour pouvoir proposer des choses aussi. Donc, Eve, les santé, la nutritionniste de l'INSEP, elle me disait qu'elle s'arrachait les cheveux avec les entraîneurs de sport de combat parce que elle essayait de les éduquer, en tout cas d'éduquer les athlètes à non, mais là, vas-y doucement par rapport à ton poids. Mais en fait, c'est tellement ancré, c'est tellement dans leur culture que c'est très difficile à déconstruire. Et tu sais, en tant que femme, pardon, excuse-moi Barbara, je trouve que les femmes, on a entre guillemets la culture des troubles alimentaires est moins taboue que chez les hommes. C'est-à-dire que moi, tous les judokas que je connais, qui après leur carrière, mais ont pris 50 kilos, enfin, tu vois, une espèce d'hyperphagie de post-privation qu'ils ont pu connaître pendant leurs années, et on n'en parle pas. On leur dit juste, ouais, c'est bon, il fait plus de sport. Il s'est laissé aller, machin. Mais putain, mais en fait, il est en souffrance. C'est juste que, allez, valorisons les troubles alimentaires des hommes. Ça existe, en fait. Bien sûr. Et ça fait pas de ces personnes des mecs faibles, hein, bien au contraire. Mais juste, c'est une réalité, et on savonne la pente. Vraiment, avec ces discours-là, avec la culture du sport, on savonne la pente des troubles alimentaires. Complètement. Les troubles de l'image corporelle aussi chez les hommes. Souffrance par rapport à leur apparence physique aussi. Et c'est clair que je pense que Manon, on fera un épisode là-dessus. Mais le REDS, ça existe chez les hommes. Et Niki nous disait dans le précédent podcast, donc qui va sortir bientôt, justement, les hommes en fait ne voulaient pas. Enfin, certains hommes ne supportent pas qu'on leur parle du diagnostic du REDS parce que pour eux, c'est trop associé à la triade de l'athlète féminine. Et du coup, ils préfèrent qu'on leur dise que l'étiquette, c'est du surentraînement. Mais en fait, tu vois, l'un dans l'autre. C'est la même chose que pour les femmes. Les hormones sont complètement ras les pâquerettes, il n'y a plus d'érection matinale, la testo, et dans les choux quand même. Voilà, comme tu disais, Manon, l'érection matinale n'est plus, troubles alimentaires, difficulté effectivement à gérer aussi son poids et oui, c'est compliqué aussi. Donc, et c'est encore plus tabou que pour les femmes. Donc déjà que pour les femmes, on deal avec certaines choses, mais je n'envie pas la place des hommes qui souffrent de troubles d'image corporelle parce que pour le coup, la parole est encore moins libérée, encore moins valorisée. Et peu sont capables, en tant que professionnels de santé, de pointer du doigt ce genre de choses. Mais ça existe et il faut y être vigilant aussi. Mais sur les violences de manière générale, parce que c'est vrai que depuis plusieurs années que je parle notamment des violences sexistes et sexuelles, j'ai 99,9% des cas qui sont des femmes parce que les femmes sont davantage touchées que les hommes. Mais j'ai un homme qui est venu me parler deux hommes qui sont venus me parler de ce qu'ils avaient vécu, mais ça reste extrêmement tabou parce que pèse sur leurs épaules ce truc de je suis un sportif, je suis un homme, donc je ne suis pas faible, je ne peux pas vivre de violence et je ne suis pas une victime, je suis un dominant. Donc c'est clair que ils rencontrent d'autres problématiques. C'est très dur pour les femmes de parler pour certaines raisons et c'est également très dur pour les hommes de parler pour des raisons qui sont encore un peu différentes. La virilité, quoi. Totalement. Virilité toxique. Bon alors, est-ce qu'on peut, comme on a l'occasion de te parler, de t'avoir avec nous, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais faire tout ce que tu voulais dans le sport actuellement, qu'est-ce que tu ferais pour que tout ça ne se reproduise pas ? Comment on peut espérer un sport français meilleur ? Alors déjà, j'abolis le sport de haut niveau. Donc ça, je pense qu'on a plein ça, j'essaye de le dire de plus en plus, mais je sais que ça va valoir à tout le monde. Donc j'abolis le sport de haut niveau parce que je trouve que le sport, c'est merveilleux. Ça peut être vecteur de plein de choses fantastiques, mais je pense que c'est perverti par le business, tout ça. Donc j'abolis le sport de haut niveau. Je fais en sorte qu'il y ait plus de femmes partout, dans les instances dirigeantes, dans le staff médical, parce que je suis certaine que s'il y avait plus de femmes, tous les sujets dont on vient de parler aujourd'hui seraient complètement normalisés. Donc je ferais ça. Et qu'est-ce que je ferais d'autre ? Et puis voilà, comme ça là, je ferais complètement disparaître le rapport
la violence, c'est très utopique, hein, mais tu m'as dit baguette magique, donc Ah oui, t'as le droit, t'as tous les droits. donc T'as voilà, pas de limite. tout ce qui est violence sexiste, sexuelle, ça n'existe plus. Les violences psychologiques, ça n'existe plus. Les violences par rapport, voilà, rapport au corps, ça n'existe plus. On connaît très bien les cycles menstruels. Et puis on écoute, en fait. Une sorte d'écoute, tu vois, de toutes et tous, à tous les niveaux. On s'écoute et puis on est dans la co-construction plutôt que dans des schémas de domination et de souffrance. Voilà. Top. C'est un très Une beau belle message. conclusion. Ouais. Et vous Et en feriez termes de quoi besoins, est-ce que toi, Pardon? Vous Elle a feriez posé une quoi question. Ah! Vas-y, Barbara. Alors moi, en priorité, je parlerai des cycles, c'est sûr. J'informerai vraiment les femmes sur leurs hormones sexuelles, sur à quoi ça sert, pas qu'à faire des bébés, sur le fait que c'est super important pour leur santé. Je les éduquerai sur l'alimentation, je ferai de la prévention sur les troubles alimentaires. Je les encouragerais à construire un discours bienveillant envers elles-mêmes, voilà, qu'elles construisent aussi leur vie à côté du sport, qu'elles ne soient pas qu'un chiffre de performance ou qu'un poids sur la balance. Je les encouragerais à se détacher de leur apparence physique, d'être plutôt dans la neutralité corporelle, parce que elles sont 1 milliard d'autres choses que ce à quoi elles ressemblent. C'est déjà pas mal. Je vais Ouais. m'arrêter. Un très beau programme. J'adore. Et toi, Je Manon pense que comme Barbara, hein, le cycle menstruel est un peu au cœur du discours, mais la femme en général, et je pense plus globalement, donner du pouvoir en termes de connaissances. C'est-à-dire que on infantilise un peu les gens parfois, les femmes encore plus. Il faudrait pas trop qu'on sache de choses pour X raisons, sans que ça devienne un discours féministe trop tranché. Juste, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à s'approprier ces choses-là, qu'on arrive à en parler entre nous comme on l'a fait là, de manière très simple, sans être gêné, en fait, de juste se dire, mais toi, comment tu fais pour courir un 3000 steeple en championnat d'Europe en termes de protection quand t'as tes règles, tu vois, que ce truc puisse être dit à ta cousine, à ta sœur, à la fille que tu vas entraîner, j'en sais rien. Mais vraiment qu'on arrive à nous aussi, tu vois, en termes de sororité, qu'on puisse vraiment aussi ne pas se voir comme des concurrentes, mais aussi qu'on puisse avoir un rapport plus sain entre femmes dans le sport. Je pense que je ne mettrai pas autant l'accent sur la compétition que ce qui est fait actuellement. Parce que bien sûr, et je pense que ça rejoint, à mon avis, ton idée sur le haut niveau, en fait, il n'y a pas que la compétition pour faire de nous des sportifs, en fait. Si tu vas marcher 1 heure dans les sentiers, en fait, tu fais du sport. Enfin, tu fais du sport adapté, peut-être, mais n'empêche que tu fais de l'activité physique qui te fait du bien à ton cœur, qui fait du bien à ton moral, qui fait du bien à la société en général, rien que pour ces raisons, mais juste tu te fais du bien à toi, tu fais du bien à tous ceux qui t'entourent, et ça fait pas de toi un non-sportif parce que t'es pas inscrit à un marathon, quoi. Donc, en fait, ce côté aussi un peu compétition, j'essaierai de valoriser tout ce qui est non compétitif. Et très clairement, ça, je pense que c'est même sans baguette magique, j'aimerais vraiment qu'on y arrive. C'est qu'on libère vraiment la parole au niveau de l'aménorrhée, au niveau des sports à catégorie de poids, qu'on essaye vraiment de créer une communauté française qui est disponible sur le sujet, qui est capable de faire des actions de prévention, qui est capable de valoriser les comportements qui sont sains et d'essayer de pointer du doigt ceux qui sont problématiques. Ça, vraiment, j'espère, même sans baguette magique, j'espère qu'on va y arriver parce que ça me paraît être une nécessité pour la santé des sportives. Voilà. Très bien. On est plutôt d'accord, alors. Je pense qu'on peut être élu ministre des Sports. Oui, je pense. Allez. Je pense. On va soumettre l'idée à Macron, on va voir ce qu'il nous répond. Carrément. Et l'autre question que je voulais te poser tout à l'heure, Emma, c'était en termes de besoins. Est-ce que toi, en tant que sportive, tu peux faire un appel du pied aux chercheurs, aux médecins, en termes de besoins concrets de terrain, pour que nous, on puisse plancher sur la question et vraiment se poser des questions
en réalité avec ce que tu as vécu en tant que sportive? Ouais, je pense qu'il y a un gros besoin de vulgarisation des connaissances parce qu'on a l'impression qu'il y a plein d'études comme ça qui existent. On a plus ou moins conscience qu'elles sont là, mais avant de les trouver accessibles, je trouve que c'est difficile. Et Ouais. le gros truc, moi, ce que j'aimerais, c'est que y ait une réelle formation des entraîneurs, quoi. Des entraîneurs sur la place qu'ils doivent avoir sur ces questions, sur ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils ne peuvent pas dire, sur ce qu'ils ne doivent pas dire. Je pense que c'est ça. Et tu parlais tout à l'heure de la place donnée à l'accès à la connaissance. Je trouve que c'est très important pour les sportives, mais également pour toutes les personnes qui les encadrent, parce que la sportive peut être hyper au courant, mais si elle n'a pas un réel soutien de la part de son staff, elle va se prendre des murs et ça risque d'être d'autant plus violent, quoi. Donc je pense que c'est la formation, la sensibilisation à ces questions-là de tout le mouvement sportif, en fait. Donc c'est très vaste, mais je pense que c'est très important. On prend, merci. C'est super constructif et vraiment merci de ton temps. Merci pour ces échanges. C'est super Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Est-ce que tu aurais des recommandations en termes de livres? J'imagine ton documentaire, où est-ce qu'on peut le trouver si jamais c'est le moment où tu fais ta promo? Donc vous pouvez me suivre sur Instagram, où je parle beaucoup de tout ce dont on vient de parler quasiment quotidiennement. Le documentaire dont j'ai parlé au début, donc Suite, il est disponible en libre accès sur YouTube. Et puis voilà. Et si vous voulez venir discuter, pareil en DM Insta, j'essaye de me rendre accessible au maximum, donc n'hésitez pas. Trop bien, merci beaucoup. Merci. Encore merci d'être venu. Vraiment, c'était super intéressant, super chouette échange. J'ai passé un très bon moment. Donc, on espère que nos auditeurs, ce sera le cas aussi. Mais j'ai pas trop de doutes. Donc, encore merci. Merci à vous pour l'invitation. Et puis j'ai beaucoup aimé parce que ça faisait très discussion, en fait. C'était très fluide. Et moi, je parlais de mon expérience, et puis vous apportiez votre point de vue plus scientifique, professionnel. Et je trouve que c'était hyper bien construit, du coup. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Bah, tout pareil pour moi. Vraiment, merci de nous avoir ouvert ton intimité, parce que c'est des sujets, même si on veut pas qu'ils soient tabous, ça reste l'intime. Et même si l'intime, on peut en parler, merci de l'avoir fait avec autant de sincérité. Et on vous demandera la même chose dans les commentaires, dans ce genre de choses. On ne tolérera aucun abus, en fait, tout simplement, aucune violence telle qu'elle soit. Comme ça, c'est dit, c'est clair et net. On a fait en sorte, nous, d'être constructives et bienveillantes. Donc, je demande la même chose de tout le monde si vous souhaitez interagir avec nous. Et franchement, merci, et au plaisir vraiment d'échanger et d'écouter. Tu as beaucoup de réflexions au niveau sociaux et anthropo sur la place du sport en général, et je pense que ça, c'est un discours qui est hyper important à considérer. Donc, chapeau pour ta déconstruction à ce niveau-là. Je pense aussi en tant que sportif de haut niveau, ça force le respect, donc merci. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et je rajouterais sur la place de la femme aussi en général. Donc, merci de porter la parole pour beaucoup. Merci à vous. Allez, à bientôt sur nos prochains épisodes. À bientôt. Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré, et des commentaires, bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt!